Bonjour à tous. Dans cette vidéo, pour bien comprendre la structure, le fonctionnement et la conception des objets, je vous propose de tout vous expliquer sur la fonction d'usage, les fonctions techniques et les solutions techniques, et la façon de représenter tout ça dans un schéma facile à lire, le diagramme fonctionnel. Cette vidéo comporte 3 parties de niveau 1, 2 et 3 par ordre de difficulté. Si vous êtes en 6e, vous pourrez vous arrêter au niveau 1, et si vous êtes en 4e ou en 3e, je vous conseille de voir toute la vidéo. Allez, c'est parti! Pour bien comprendre, commençons par un exemple. Prenons un VTT de compétition. Sa fonction d'usage, c'est-à-dire le service rendu par le produit, est de permettre aux sportifs de pratiquer le cyclisme sur tout type de terrain. La fonction d'usage précise donc tout simplement à quoi sert l'objet. Pour remplir cette fonction d'usage, l'objet doit être capable d'assurer plusieurs fonctions secondaires que l'on appelle fonctions techniques. Pour simplifier, il s'agit d'un certain nombre d'actions que l'objet doit être capable de faire pour remplir sa mission. Par exemple, pour assurer sa mission de VTT, ce vélo doit être capable de freiner, sinon c'est gênant pour un VTT, et si on observe ce VTT, on voit quelle solution a été choisie pour assurer cette fonction technique freiner. Sur notre vélo, il s'agit d'un système de frein à disque. Et si on continue d'étudier ce VTT, pour assurer sa mission, on doit pouvoir le diriger. La solution technique utilisée ici est l'assemblage du guidon, de la potence, de la fourche et de la roue. Si on continue, une fonction importante est la fonction technique propulsée, dont la solution technique choisie est l'assemblage du pédalier, de la chaîne, des pignons et de la roue arrière. On a ensuite la fonction technique amortir, assurée par la solution technique de l'amortisseur et de la fourche télescopique. Le VTT doit pouvoir également accueillir le cycliste grâce tout simplement à la selle, et pour finir, le vélo doit pouvoir maintenir les différents éléments entre eux, ceci étant assuré par le cadre du VTT. Il faut savoir qu'il y a dans notre exemple 6 fonctions techniques avec les 6 solutions techniques associées, mais il y en a en réalité beaucoup d'autres, comme par exemple adhérer au sol grâce aux pneus à crampons, également que le cycliste puisse agripper le guidon grâce à des poignées antidérapantes, s'adapter à la taille du cycliste avec une selle et un guidon réglable, etc. Donc vous voyez qu'on aurait pu faire un tableau beaucoup plus grand. En résumé, dans la première case, on indique la fonction de l'usage de l'objet, c'est-à-dire le service qu'il nous rend. Ensuite, dans la deuxième colonne, on indique les fonctions techniques. Vous avez vu, c'est sous la forme de verbes à l'infinitif. Ils servent à préciser les fonctions secondaires que l'objet doit être capable d'assurer pour remplir sa fonction d'usage. Et enfin, dans la troisième colonne, on indique pour chaque fonction technique la solution technique qui est utilisée dans l'objet, c'est-à-dire l'idée parmi d'autres qui a été choisie. Pour vous permettre de vous entraîner et de mieux comprendre, je vous propose un petit exercice pratique. Voici un petit robot moustache qui se déplace tout seul. Il repère et évite les obstacles grâce à ses 2 grandes moustaches. Voilà les repères des différents éléments du robot. Je vous laisserai le temps de les regarder après, et voici la question. En observant la photo ci-contre, trouvez la fonction d'usage du robot, trouvez 3 fonctions techniques, et pour chaque fonction technique que vous aurez déterminée, trouvez les 3 solutions techniques associées. Et vous indiquez vos réponses directement dans un schéma comme celui-ci. Alors, une petite astuce avec cet exercice d'analyse d'un objet existant. Il peut être plus simple pour commencer de faire le travail à l'envers, c'est-à-dire de repérer d'abord les éléments du robot, donc les solutions techniques, puis de trouver ensuite leurs fonctions techniques. Pour débuter, c'est plus simple dans ce sens-là. Une autre information, pour rappel, il est très fréquent qu'une solution technique soit composée de plusieurs éléments. Rappelez-vous, pour le vélo juste avant, la propulsion était assurée par le pédalier, plus la chaîne, les pignons et la roue. Pour diriger, on avait le guidon, plus la potence, plus la fourche et la roue avant. Alors dans le robot moustache, ça sera souvent la même chose. Allez, on y va. Vous pouvez prendre une feuille de brouillon et mettre la vidéo sur pause. Et je vous donne la correction juste après. Allez, quelques petites secondes pour mettre sur pause, et je vous retrouve tout de suite. Alors on corrige. On commence par la fonction d'usage. Je vous l'ai indiqué juste avant, c'est un robot qui se déplace tout seul et qui repère et évite les obstacles grâce à ses 2 grandes moustaches. On peut donc écrire quelque chose du genre « se déplacer de manière autonome en repérant et en évitant des obstacles ». Pour cette question, si vous n'avez pas répondu exactement cette phrase, ça n'a pas d'importance. Il faut juste penser à dire qu'il se déplace tout seul et qu'il détecte les obstacles pour les éviter. Ensuite, pour les fonctions techniques et les solutions techniques, on a vu, avec le vélo, qu'on peut en trouver beaucoup. On va en corriger 3 et je vous donnerai quelques autres réponses possibles à l'oral juste après. Allons-y. Alors si on regarde ce petit robot, on voit qu'il doit se propulser pour pouvoir avancer. La solution technique associée à cette fonction propulser est ici assurée par les moteurs, les roues, les poulies et les courroies.
Ici, on indique bien les 4 éléments ensemble, car si on prend le moteur seul, sa fonction technique n'est pas de propulser, mais de transformer l'énergie électrique en rotation. Donc ça aurait été une autre fonction technique. Ensuite, le robot doit pouvoir détecter les obstacles, et la solution technique choisie sont les moustaches fixées sur les micro-rupteurs. Là aussi, on indique l'ensemble, car la moustache seule sert à prolonger la languette du micro-rupteur, et le micro-rupteur seul sert à gérer le contact électrique entre les piles et le moteur. Ensuite, on voit qu'il doit être alimenté, sinon il ne peut pas y avoir d'énergie pour avancer. Et la solution technique utilisée ici pour alimenter, ce sont des piles, il y en a 4. Alors, comme on l'a dit, on a beaucoup d'autres fonctions techniques que vous avez peut-être trouvées, comme par exemple mettre sous tension le robot grâce à l'interrupteur, maintenir les éléments grâce au châssis. Après, on aurait pu même rentrer dans les détails et indiquer la fonction transmettre le mouvement grâce à la courroie ou connecter les piles grâce au support de piles. Mais si on vous demande ce genre d'exercice, on va plutôt attendre les fonctions techniques les plus importantes, celles qui sont vraiment propres à l'objet. Voilà, donc cette première partie est terminée, on a vu comment remplir le diagramme fonctionnel. Dans cette seconde partie, on va aller un peu plus loin. On a vu précédemment que pour chaque fonction technique, on a une solution technique que l'on a choisie parmi différentes possibilités. En effet, pour chaque fonction technique, il existe plusieurs solutions. Et on va maintenant se poser la question de savoir pourquoi on choisit une solution plutôt qu'une autre. Reprenons le schéma fonctionnel de notre VTT et intéressons-nous plus particulièrement à la fonction technique freiner. Sur ce modèle, le choix s'est porté sur un système de frein à disque, mais il existe d'autres modèles de frein. Prenez par exemple ce type de frein, qu'on retrouve d'ailleurs sur beaucoup d'autres modèles de vélo, ce sont des modèles que l'on appelle des V-brakes. Et il existe encore d'autres systèmes de frein, comme par exemple ce modèle que l'on appelle des freins cantilever. Sur notre VTT de compétition, on a vu que c'est le frein à disque qui a été choisi. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi ce modèle et pas un autre? Car en fait, ce VTT répond à un besoin dont on a établi le cahier des charges. Ce système de freinage est le plus adapté à l'usage. Son freinage est très efficace, il freine même avec de la boue, même malgré ses inconvénients, avec son prix plus élevé que les autres modèles et un entretien plus technique. Le choix de la solution est donc une question de compromis. On a choisi la meilleure solution malgré ses inconvénients pour respecter au mieux le cahier des charges. Pour vous permettre de vous entraîner et de mieux comprendre, je vous propose à nouveau un petit exercice pratique. On reprend le petit robot moustache de l'exercice précédent et voici des questions. Quelles autres solutions techniques aurait-on pu choisir à la place des piles pour assurer la fonction technique alimentée? On a effectivement vu que l'alimentation électrique était assurée par des piles, mais n'y aurait-il pas d'autres solutions possibles? Et une fois que vous aurez répondu à cette question, je vais vous demander, en vous aidant de l'extrait du cahier des charges ci-dessous, expliquez pourquoi avoir fait ce choix des piles. Et voici l'extrait du cahier des charges. Et oui, si ce sont des piles qui ont été choisies, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc l'objectif de cette question est, en s'aidant de l'extrait du cahier des charges, de déterminer pourquoi on a choisi les piles. Comme tout à l'heure, vous pouvez prendre un brouillon et mettre la vidéo sur pause, et je vous retrouve tout de suite pour une correction. Alors pour la première question, il y a évidemment plusieurs réponses possibles, et je vais vous en donner 3. On aurait pu remplacer les piles par une batterie rechargeable, un panneau solaire par exemple, un adaptateur secteur comme les chargeurs des téléphones, etc. Alors deuxième question, pourquoi a-t-on choisi les piles? La réponse est en fait parce que les piles remplissent toutes les contraintes du cahier des charges. Si on reprend l'extrait du cahier des charges et que l'on place en face chaque solution, on voit que pour le stockage, les piles conviennent, les batteries aussi, les panneaux solaires pareil, mais par contre l'adaptateur ne convient pas car il ne stocke pas l'énergie, il a besoin d'un câble, donc on l'élimine. Pour l'autonomie, les piles conviennent, tout comme la batterie. Par contre, pour le panneau solaire, il y a du pour et du contre. En fait, ça dépend du soleil, donc c'est à voir. Et pour l'adaptateur, il aurait pu aller, mais on l'a déjà éliminé. Pour la tension, ils conviennent tous, sauf peut-être le panneau solaire qui dépend toujours de l'ensoleillement. Et pour le prix, les piles conviennent, en fait le prix de revient à l'unité est assez faible. Par contre, les batteries restent plus chères, on les élimine. Les panneaux solaires, n'en parlons pas, c'est plus d'€1, on élimine. Et l'adaptateur, s'il était encore en course, il serait à nouveau éliminé. On comprend donc maintenant bien pourquoi on a fait le choix des piles. Une fois de plus, on ne demande pas de présenter l'exercice comme ça, dans un tableau. Si vous aviez trouvé que c'était les piles parce qu'elles stockent l'énergie, contrairement à l'adaptateur, qu'elles ont une bonne autonomie et que leur prix est faible, contrairement aux batteries et aux panneaux solaires, c'était bon. Sachant que dans un exercice en classe, on vous donnerait les caractéristiques de chacune des solutions pour bien déterminer la raison du choix.
Je profite de cette correction pour préciser qu'on élimine une solution uniquement si elle est complètement incompatible avec le cahier des charges, comme par exemple d'avoir un fil qui traîne pour l'adaptateur, mais que si c'est juste un inconvénient sans être éliminatoire, on va choisir le moins pire. Si par exemple dans le cahier des charges on ajoute une fonction respecter au mieux l'environnement, dans notre cas, les piles sont classées dernières. Mais comme on n'a pas le choix, on va faire alors un compromis en prenant quand même les piles mais en se rattrapant sur les matériaux, en choisissant par exemple un châssis en bois plutôt qu'en plastique. Une fois de plus, le choix d'une solution technique est une histoire de compromis. On prend la meilleure solution possible, même si on arrive rarement à avoir la solution parfaite. Allez, maintenant, dernière partie, vous pouvez être amené à devoir vous-même choisir une solution technique lors de la conception d'un objet, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Prenons par exemple un système d'éclairage automatique dans une pièce, et imaginons que vous ayez en charge de concevoir ce système, avec la partie détection, éclairage, alimentation, etc. Pour ce travail, on vous donne un cahier des charges qui ressemble à ça. On ne va pas l'étudier dans le détail, mais on voit au niveau des fonctions qu'il doit détecter des usagers, éclairer un lieu, être alimenté en énergie, etc. On va commencer à remplir le diagramme fonctionnel en commençant par la fonction d'usage qui pourrait être éclairer automatiquement un lieu en présence d'un usager. Et les fonctions techniques, en se référant au cahier des charges, seraient détecter, éclairer, alimenter, etc. Intéressons-nous plus spécifiquement à la fonction technique détecter. Quelle solution technique peut-on choisir pour détecter les usagers ? Pour cela, on prend la partie du cahier des charges qui nous intéresse et prenons une documentation de quelques détecteurs qui pourraient convenir. Pour une rapide présentation de ces 3 capteurs, le premier, le télémètre à ultrasons, fonctionne exactement comme pour les chauves-souris ou les dauphins, sous le principe des sonars. On envoie un son vers l'avant qui rebondit sur les obstacles et retourne à l'envoyeur. Et selon le temps que le son met pour revenir, on en déduit la distance de l'obstacle. Le second capteur, le détecteur de mouvement, est celui qui est typiquement utilisé dans les systèmes d'alarme. Dès qu'on bouge, il détecte le mouvement. Et le troisième, la barrière infrarouge, c'est celui qu'on retrouve par exemple dans les portes d'ascenseur ou dans les films américains. Si on passe devant le faisceau, on est repéré. Donc, pour choisir le détecteur, on regarde le cahier des charges et tout d'abord, on lit que la détection doit avoir une portée jusqu'à 10 mètres. Notre premier capteur, le télémètre ultrason, a une portée allant de 3 cm à 4 mètres. C'est donc insuffisant. Et c'est donc éliminatoire, on ne peut pas choisir ce capteur. Pour le détecteur de mouvement, la portée va jusqu'à 12 mètres, c'est suffisant. Et pour la barrière infrarouge, 10 mètres, c'est juste, mais c'est bon. Donc les capteurs 2 et 3 sont encore dans la course. Ensuite, on lit que la détection doit permettre de discriminer, alors c'est le terme technique pour dire qu'il est capable de différencier, donc de détecter tous les usagers, quelle que soit leur taille, sous-entendu les adultes et les enfants. Donc si on regarde les caractéristiques des 2 capteurs restants, il n'y a aucune information à ce propos, donc pour le moment les 2 conviennent toujours. Et enfin, on lit dans le cahier des charges que la détection doit être omnidirectionnelle, ce qui signifie dans toutes les directions, avec un seul capteur pour éviter des surcoûts. Pour le détecteur de mouvement, la détection se fait sur 360 degrés, ce qui convient parfaitement. En revanche, pour la barrière infrarouge, on a un faisceau seulement de 5 degrés. C'est donc très directionnel, ou alors il faudrait en mettre de partout, mais le cahier des charges précise qu'il faut un seul capteur. On en conclut donc que la barrière infrarouge ne convient pas dans notre cas. Il nous reste donc uniquement le détecteur de mouvement qui est le seul capteur qui remplisse toutes les contraintes de notre cahier des charges. On va donc pouvoir remplir notre diagramme fonctionnel et en face de la fonction technique détecter, on va indiquer la solution technique du détecteur de mouvement. Histoire d'aller jusqu'au bout rapidement sans trop rentrer dans les détails, si on devait finir de remplir le diagramme fonctionnel, pour la fonction technique éclairée, pour choisir la solution technique, on se souvient que le cahier des charges nous imposait une lumière puissante de couleur blanche et froide. Donc par exemple, entre ces 2 types de lampes, on choisirait une lampe LED classique haute luminosité. Et pour la fonction technique alimentée, pour choisir la fonction technique, on se souvient que le cahier des charges nous imposait une alimentation sur secteur avec 2 tensions de fonctionnement. Donc entre des piles, des batteries ou un câble d'alimentation, on choisit une alimentation 230 volts avec un transformateur. Voilà. Je vous propose un dernier exercice pour vous permettre de vous entraîner et de mieux comprendre. On part du robot moustache des exercices précédents et on considère que vous avez en charge de modifier le robot pour qu'il puisse détecter et suivre une ligne noire au sol. On vous donne le cahier des charges et la documentation des capteurs disponibles et vous devez indiquer quel capteur il faut choisir. Voici donc l'extrait du cahier des charges de la fonction détecter. Et voici la documentation des 3 capteurs, un capteur de distance infrarouge, un capteur de lumière et un capteur infrarouge réflectif avec les précisions en dessous. Je vous laisse à nouveau prendre une feuille de brouillon et mettre la vidéo en pause et on se retrouve tout de suite après. Alors, on fait la correction.
Comme pour l'exemple précédent de l'éclairage automatique, c'est le cahier des charges qui va guider notre choix. Donc on le lit. On voit que le détecteur devra détecter une ligne de couleur noire sur fond blanc. Ensuite, la ligne sera toujours à 2 cm du capteur, c'est-à-dire au sol, sous le robot. Et enfin, que la détection doit pouvoir fonctionner même en plein jour. Pour le capteur numéro 1, on voit qu'il délivre une valeur proportionnelle à la distance mesurée. En d'autres termes, ce capteur sert à mesurer des distances. Ce n'est donc pas ce qu'on veut, puisqu'on veut détecter une ligne noire qui est toujours à 2 cm. Donc ce capteur ne convient pas. Le capteur de lumière délivre un signal électrique proportionnel à la lumière reçue. C'est plutôt bien, car s'il est sur une ligne noire, il n'aura pas beaucoup de lumière, et s'il est à côté, sur du blanc, il aura beaucoup de lumière. Donc pour le moment, ça pourrait aller, on le garde. Mais si on lit la deuxième caractéristique, on voit qu'il est sensible à la lumière du jour, et ça c'est moins bien. Car s'il y a beaucoup de lumière du jour dans la pièce où se trouve le robot, le capteur, même s'il est au-dessus d'une ligne noire, risque d'indiquer qu'il est sur du blanc. Et donc ça, selon les contraintes du cahier des charges, c'est éliminatoire. Et pour le dernier capteur, il délivre un signal en fonction de la couleur détectée, donc c'est parfait. Il a une distance de détection réglable de 1,5 à 5 cm, génial. Et en plus, il a une sensibilité réglable. Donc, s'il y a beaucoup de lumière ambiante, on pourra régler la sensibilité. Donc, on peut dire que la solution technique retenue devra être le capteur infrarouge réflectif. Et on pourra compléter le diagramme fonctionnel. Donc, en bilan, on a vu dans cette vidéo le diagramme fonctionnel. Vous entendrez peut-être les termes de schéma fonctionnel, analyse systémique, diagramme FAST, etc. Mais bon, tout ça c'est la même chose. C'est un outil d'analyse ou de conception des objets techniques. Comme on l'a vu, dans le premier cadre, on indique la fonction d'usage de l'objet, c'est-à-dire le service que nous rend l'objet. On essaie d'être assez précis. Par exemple, pour le VTT, on n'a pas simplement dit sert à faire du vélo, mais on a parlé de sportif, de tout-terrain, etc. Ensuite, dans la deuxième colonne, on liste les différentes fonctions techniques, c'est-à-dire les fonctions secondaires que doit pouvoir faire l'objet pour assurer sa fonction d'usage. Et enfin, en face de chaque fonction technique, on indique la solution technique qui a été choisie pour assurer chaque fonction technique. On a vu que ce schéma est intimement lié au cahier des charges, puisque c'est à partir de lui qu'on va pouvoir compléter ce diagramme. Alors une petite chose intéressante à voir dans ce diagramme, c'est que si on lit de gauche à droite, ce schéma explique comment. Ici, comment est assurée la fonction d'usage grâce aux différentes fonctions techniques, et comment sont réalisées les fonctions techniques grâce à une solution technique. Et si on lit de droite à gauche, il explique pourquoi. Ici, pourquoi utilise-t-on cette solution technique pour assurer cette fonction technique, et pourquoi a-t-on cette fonction technique pour assurer la fonction d'usage de cet objet. Et pour terminer, comme je l'ai dit au début, sachez qu'on utilise plutôt ce diagramme de droite à gauche pour étudier un objet existant. Par exemple, on vous donne un objet, on identifie les différents blocs et on s'interroge sur leur rôle pour déterminer leur fonction technique. Alors qu'en deuxième partie de scolarité, on utilisera plutôt ce diagramme de gauche à droite pour concevoir des objets en identifiant les fonctions techniques, puis en choisissant des solutions techniques en se référant au cahier des charges. Voilà, eh bien je vous remercie d'être arrivé jusque-là, j'espère que vous y voyez un peu plus clair dans les diagrammes fonctionnels, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.